Public Sénat, en partenariat avec l'AFP, Les Échos, Radio Classique, présente... Jean-Christophe Cambadélis est l'invité de l'épreuve de vérité. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être avec nous alors que vous venez de quitter vos rudes fonctions de premier secrétaire du Parti Socialiste. Et vous vous lâchez dans cette chronique d'une débâcle 2012-2017. 3 grandes questions vous seront posées au cours de cette émission sur Public Sénat avec Les Échos, avec Radio Classique et avec l'agence France Presse 1. Avec ses réformes économiques, sociales et budgétaires, Emmanuel Macron n'est-il pas en train de réussir là où vous avez échoué? C'est ce que viendra vous demander tout à l'heure Jean-Francis Pécresse. 2. Le Parti Socialiste pourra-t-il surmonter sa débâcle? Vous le direz à Stéphanie Le Rouge, alors que nous découvrirons ensemble tout à l'heure un sondage exclusif pour l'épreuve de vérité, un sondage Opinionway sur l'image et le potentiel d'avenir du PS. 3. Pourquoi Hollande a échoué? Lui ne le pense pas, mais vous, oui. Et on évoquera avec Michael Zamès certaines pages saisissantes de votre récit du quinquennat. Jean-Christophe Cambadélis, d'abord une toute première question d'actualité. Avec, bien sûr, la dernière sortie polémique d'Emmanuel Macron sur ceux qui foutent le bordel. On l'écoute. Il y en a certains, au lieu de le bordel, il ferait mieux d'aller regarder. Ah oui, mais ils ne peuvent pas avoir des postes à faire parce qu'il y en a qui ont les qualifications pour le faire. Hein. Oui, mais je sais bien. Mais c'est pas loin de dire. Voilà pour ces propos qui ont été tenus en aparté, on le voit, après une manifestation des salariés GMS en Corrèze. Alors, on doit arrêter la langue de bois, dit ce soir l'Élysée. Qu'est-ce que vous en dites, vous entendez cette défense de la présidence? Non, bon, c'est des propos signifiants, mais qui n'ont pas été signifiés. Ce n'est pas ce qu'a dit le président de la République à Athènes. Les Français sont feignants, enfin... Non, ceux qui l'ont précédé. Ceux qui l'ont précédé, ce qui n'était pas plus aimable dans un débat républicain. Non, je crois que c'est des propos volés. On voit bien qu'ils parlent... Mais signifiant, vous dites. Oui, c'est signifiant parce que ça indique l'univers culturel du président de la République. L'univers culturel du président de la République, c'est un grand classique de la droite. C'est tout ce qu'il dit en ce moment, je l'ai entendu par la droite, à savoir que les Français sont feignants, qu'ils sont rétifs aux réformes, qu'ils foutent le bordel. Voilà, c'est sa manière d'appréhender les relations sociales. Mais là, il nomme les choses. C'est encore la défense de l'Élysée. Et il dit effectivement, il y a des jobs, il faut les prendre. Et c'est vérification faite. C'est le cas dans cette fonderie du sel où il se trouve. Il y a des jobs à prendre et des formations qui vont avec. Il nomme les choses. Non, il nomme pas les choses. Il dit qu'une manifestation, c'est foutre le bordel. Non, une manifestation, c'est des gens qui sont dans la difficulté, qui peuvent avoir un débouché et qui peuvent prendre des emplois qui leur seront nécessaires pour vivre. Mais il y a une angoisse, il faut la comprendre, il faut la recevoir. On ne peut pas être dans le surplomb, faire la leçon en disant « moi je sais, vous ne savez pas, vous êtes des petites gens, moi je suis quelqu'un qui va vous guider ». Ça, ce n'est pas... juste du point de vue de ce que doit être un président de la République. Alors, en tous les cas, le président de la République, il assume la teneur de son propos, même s'il regrette l'emploi d'un mot familier, bordel. Donc, mais il assume ses propos. Mais ça s'appelle un déplacement, ça, parce qu'il n'assume pas bordel. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il ne parle plus du bordel, c'est-à-dire d'une manifestation, mais il déplace le propos sur le fait qu'il y a bien des emplois et qu'ils pourraient être pourvus par des gens... c'est une réalité. Mais c'est pas ça le sujet. Il fait comme si on était idiots. C'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est qu'il pense que des gens qui manifestent foutent le bordel. Ce ne sont pas... On ne devrait pas manifester. On devrait dire amen. Je crois qu'il se trompe. La société française, elle est plus complexe que ça. En tous les cas, plus rétive à la parole présidentielle. Dans votre livre, vous avez des mots très durs pour Emmanuel Macron. Vous le présentez comme le roi soleil. Vous dites qu'il a un regard bleu dur. Ça vous a marqué, manifestement. Et vous dites que c'est le regard de Margaret Thatcher. C'est Thatcher, Macron ? Non, j'expliquais une situation. Parce que, non, mais le regard de Margaret Thatcher... Oui, le déhanché de Michael Jackson. Aussi, oui. Bon, mais je dis quoi? Je dis que c'était très étonnant. Voilà un garçon qui est... Un président, pardon, mais à l'époque, c'était un garçon qui était aimable, pétillant, plein d'allant, tactile, amical, sympathique, intelligent, tout ce que vous voulez. Et puis d'un seul coup, vous voyez ce regard
dur. Et donc, je me suis fait une réflexion. Où il est Et aujourd'hui, vous la maintenez, cette réflexion? Il est où le vrai Macron? Il est où le vrai Macron? Dans celui qui est aimable, gentil et caressant, ou dans celui qui est dans ce regard parfois extrêmement dur? C'est ça que je me suis dit. Voilà. Et aujourd'hui, il est plutôt dans l'homme qui est dur, le bordel, que dans celui qui est bienveillant. La suite de l'épreuve de vérité avec Jean-Francis Pécresse, le directeur de la rédaction de Radio Classique. Bonsoir Jean-Francis. Bonsoir Michel, bonsoir Jean-Christophe Cambadélis. Alors, est-ce qu'avec ces réformes, Emmanuel Macron n'est pas en train de réussir là où vous aviez échoué? On le saura dans quelques temps. Pour l'instant, on ne peut pas le dire. Je pense pas, mais peut-être que, je le souhaite pour la France, il y aura des réussites. En fin de compte, la première des réformes, c'est-à-dire celle des ordonnances, c'est celle que moi-même j'avais retoquée à l'époque où on m'a présenté la première loi travail. J'avais dit que dans ces conditions, je ne la voterais pas. Ça tombait bien puisque l'ensemble des syndicats réformistes n'étaient pas d'accord non plus. Et on avait fait évoluer la loi avec un dialogue entre Manuel Valls et les organisations syndicales. On avait fait une deuxième loi. Bon, je crois que dans la flex-sécurité qu'il déploie, il est plutôt dans la sécurité plutôt dans la flexibilité que dans la sécurité. D'accord. Dans un sondage ELAB que nous publions ce soir pour Radio Classique et Les Échos, près de 1 Français sur 2, 45% jugent que la politique économique de ce gouvernement est équilibrée. Vous ne partagez pas du tout ce constat? Ça veut dire qu'il y en a 55 qui ne sont pas d'accord. Pas tout à fait. Il y en a 40% qui la jugent trop à droite. Mais c'est plus important. C'est quand même considérable. Moi, je conçois que une partie de la droite, si ce n'est la totalité de la droite, s'y retrouve, ce qui fait quand même près de 20 à 25%. Une partie de l'extrême droite s'y retrouve et une partie du centre s'y retrouve. À partir de là, vous avez le résultat de votre sondage. Mais moi, je ne la trouve pas équilibrée. Donc, je serai dans la partie minoritaire de votre sondage. Est-ce que vous apportez votre soutien aux syndicats qui vont se réunir lundi pour envisager une action commune? Parmi ces syndicats, il y a EFO, avec la CGT, avec la CFTC et avec la CGC. Moi, quand on est dans un combat contre les ordonnances, je suis pour l'unité syndicale. Et donc tout ce qui va dans le sens de l'unité syndicale me semble positif. Au fond, les syndicats, à des degrés divers, ne sont pas contents de ces ordonnances. Ils les ont critiquées. Ils veulent qu'il y ait des évolutions. Voilà, donc qui participent ensemble à son bienvenu. Combat. Vous voyez bien quand même qu'il y a ceux qui vont manifester, il y a ceux qui ne manifestent pas, et dans ceux qui ne veulent pas manifester, il y a la CFDT. Vous, au PS, historiquement et culturellement, vous êtes plutôt proche de la CFDT. Est-ce que par opportunisme, aujourd'hui, vous seriez prêt à dire non, il faut manifester parce que c'est une loi de... Non, moi je dis il faut, mais enfin maintenant je dis, je n'ai plus à dire, je ne suis plus le premier secrétaire du Parti Socialiste. Vous parlez encore plus librement, allez-y. Je disais en son temps qu'il faut manifester s'il y a l'unité. Si c'est simplement une manifestation dirigée par une organisation syndicale, ça ne me va pas. Il faut s'opposer, mais il faut aussi proposer. Il ne faut pas être simplement dans l'opposition pour l'opposition. Et je pense que ce que développait la CFDT était très juste. C'est un rendez-vous manqué. Car il y avait déjà une loi travail. Ce qu'il manquait totalement, c'est peut-être d'aller plus loin sur un certain nombre de sujets, dans la place des organisations syndicales, dans la cogestion de l'entreprise. C'est d'aller plus loin dans un certain nombre d'autres sujets, c'est-à-dire la sécurisation des parcours professionnels. Ça, c'est des éléments qui nous sont nécessaires. Parce que si... Les gens peuvent trouver que c'est équilibré, évidemment. Mais si c'est toujours la flexibilité et que vous n'avez pas d'éléments de sécurité, on est bancal et les Français n'adhèrent pas. Est-ce que dans ce que vous proposez, il y a un véritable projet de construction? Est-ce que vous n'êtes pas dans la déconstruction? Par exemple, sur le budget 2018, les socialistes à l'Assemblée, au fond, proposent de remettre l'ISF comme il était avant, de remettre les emplois aidés comme ils étaient avant. Qu'est-ce que vous proposez de nouveau? Est-ce que ce n'est pas juste de remettre ce que vous aviez fait? On ne va pas faire du nouveau pour faire du nouveau.
Si on a pensé qu'on avait fait des choses qui étaient bien, on va le reproposer, évidemment. Mais je partage un élément. Je partage un élément. Mais je ne le pointerai pas sur la question du budget, parce que là, nous faisons notre travail. Nous ne sommes pas simplement opposants, mais nous sommes proposants. Là, c'est vrai, le contre-budget que propose le Parti socialiste, c'est de supprimer toutes les économies qui ont été annoncées et de remettre l'impôt sur la fortune. Ça, vous trouvez que c'est suffisant comme action? Pas simplement, parce qu'on est en direction des petites et moyennes entreprises et on veut, c'est une théorie, permettre à ce que la dépense publique booste la croissance. Voilà, il y a des désaccords. Mais je dirais que oui, c'est vrai que le Parti socialiste n'a pas encore un projet politique, global, qui permettent d'ordonner toutes ces revendications. Ça, c'est à construire. Question sur le processus d'indépendance de la Catalogne. Est-ce que c'est un processus que vous soutenez? Est-ce que vous considérez qu'au fond, le combat des indépendantistes catalans, c'est le combat de la gauche? Moi, je suis toujours favorable à la décentralisation, contre la centralisation. Je pense que c'est moderne, que cela correspond à notre époque, et je le développerai, je le déploierai en France, mais je ne suis pas pour le démantèlement des pays. Pourquoi? Parce que, à la fin, la Catalogne va se retrouver toute seule, parce que les décisions se prennent à 28, et il est peu probable que si elle quittait unilatéralement l'Espagne soit favorable à son adhésion à la communauté européenne. Donc elle est dans une impasse. Mais je trouve que la manière dont ça a été traité est un peu violent. Donc il faut trouver un équilibre entre le dialogue, dans les deux camps, vous êtes l'approfondissement. plutôt du côté du camp de Rajoy que du camp... Non, je suis d'accord avec le PSOE qui a fait des propositions d'approfondissement de l'autonomie de la Catalogne. À la fin, l'indépendance de la Catalogne devient une espèce de revendication absolue. On peut trouver des approfondissements qui permettent une autonomie, qui permettent à la culture catalane de s'exprimer, sans pour autant démanteler un État. Et d'ailleurs, je trouvais qu'au passage, la formule de Piqué, c'est-à-dire le joueur de Barcelone qui joue dans l'équipe d'Espagne, à savoir qu'ils veulent être plus autonomes sans défaire l'Espagne, c'est la raison pour laquelle il joue au Barça et il est dans l'équipe d'Espagne. Ouais. C'est un très bon résumé, c'est un très beau compromis de ce qui pourrait être fait. Est-ce que vous êtes inquiet de l'impasse là-bas? Est-ce que vous êtes inquiet de ses répercussions économiques notamment? Pas à cette étape. Pour l'instant, ce n'est que politique. Et je crois que... on se retournera vite à la table de négociation. Je dirais que d'un certain point de vue, tout le monde a fait tapis. Il faut que l'Europe mais à un moment donné, le roi d'Espagne, Rajoy, le président de la Catalogne, tout le monde a fait tapis. Bon, mais alors, après, maintenant, comment on fait? Donc on va commencer, je crois, peut-être y aura-t-il des intermédiaires, mais on va commencer à discuter sérieusement. Il faut que l'Europe joue les médiateurs? Il faut que le médiateur soit accepté par les deux parties. Ouais. On ne peut pas dire je vais prendre celui-là parce qu'il est avec moi. Donc il faut essayer de trouver un chemin pour faire descendre cette tension. Je voulais votre réaction. Je voulais vous interroger sur l'Europe, puisqu'on vous sent évidemment très attaché à l'Union européenne, avec le danger que représente effectivement cette perspective d'indépendance de la Catalogne. Le groupe Les Insoumis à l'Assemblée nationale a demandé à ce que l'on retire le drapeau français de l'hémicycle. Comment est-ce que vous réagissez? Mais j'avais déjà entendu ça dans la bouche de Jean-Luc Mélenchon quand il est rentré pour la première fois dans l'hémicycle. C'est la continuité. On est obligé de supporter cela en montrant le drapeau. Pour moi, l'Europe, ce n'est pas un pays ennemi. Or, c'est ce qu'ils induisent. Et je n'aime pas beaucoup cette manière de traiter d'autres pays. Parce qu'il s'agit d'autres pays, d'autres peuples que l'on peut défendre, qui luttent eux aussi. Ils n'ont pas moins droit à participer à l'Europe que nous. Donc il y a là une attitude, indépendamment du fait que aujourd'hui la question européenne est une question essentielle à l'affirmation de la France, mais là il y a une attitude qui n'est pas bonne, on va dire. Cette question européenne, c'est une sorte de fossé insurmontable entre les Insoumis et vous? Oui, c'est une question qu'exacerbe exprès Jean-Luc Mélenchon
pour donner un contenu à son refus de faire l'union. Parce qu'il n'y a pas de raison. De faire l'union avec qui? Enfin, de l'union avec nous. Donc il exaspère cette question, il en fait une pierre angulaire, d'abord parce qu'il pense qu'il peut récupérer des voix du Front National, et que ça lui permet de légitimer son combat entre le peuple et les élites. Mais le combat entre le peuple et les élites, ce n'est plus la gauche, c'est un nom, c'est le populisme. Il peut être de gauche, mais c'est le populisme. Est-ce que d'une manière ou d'une autre, vous en voulez pas un peu à François Hollande de ne pas avoir su relancer le projet européen et réconcilier peut-être la gauche avec une nouvelle vision de l'Europe? Au fond, c'est quand même un... Mais votre journal s'est fait l'écho du discours de François Hollande en août de l'année dernière devant les ambassadeurs. Aucun effet. Qu'est-ce qu'il y a comme effet aujourd'hui le discours de Macron? Aucun. Ne dites pas ça. François Hollande a fait un discours qui était de bonne facture. On retrouve beaucoup d'idées présentes dans le discours d'Emmanuel Macron. La seule chose qui est différente, c'est qu'il dit qu'il faut... La différence entre Macron et Hollande, c'est qu'il dit qu'il faut revenir sur les traités. Or, pour revenir sur les traités, il faut être d'accord. C'est pas ce que dit Emmanuel Macron, au contraire. Oui, mais d'accord, mais si, parce que sinon vous êtes bloqué. Il faut bien revenir sur les traités, sinon vous ne pouvez pas avancer. C'est des processus extrêmement longs, extrêmement lourds, et toutes les précédentes réformes européennes se sont précisément heurtées à cette révision des textes européens. Le volontarisme en Europe, faire avancer l'Europe, mais bien sûr, mais le volontarisme en Europe ne marche pas. Monet disait qu'il faut l'engrenage. Et là, on ne prend pas l'engrenage, on met au pied du mur les autres pays. Alors, vous ne supportez pas la dénonciation des élites par Jean-Luc Mélenchon, mais dans votre livre, vous dites que c'est un technocratisme qui est au pouvoir. Ce n'est pas une façon, d'une part, de dénoncer les élites, et d'autre part, est-ce que c'est si grave que ça si les résultats sont là? Attendons de voir, voir les résultats. Mais non, c'est l'idée, d'abord pas de toutes les élites, l'idée d'une certaine partie de l'élite, et on va le singulièrement d'Emmanuel Macron, que, en fin de compte, la technique est supérieure à la politique. Et que si vous n'énoncez pas un chiffre, vous ne pouvez pas plaider une idée. C'est le fait que tout se réduit en équation. Eh bien, moi, je pense que c'est aussi de cela que meurt la politique. Merci Jean-Francis. La suite de l'épreuve de vérité avec Stéphanie Le Rouge qui nous rejoint, notre consoeur de l'AFP. L'épreuve de vérité avec l'AFP. Bonsoir Stéphanie. Bonsoir Michel. Et alors avant que vous posiez votre question, donc ce sondage exclusif OpinionWay pour l'épreuve de vérité que vous allez découvrir en direct, Jean-Christophe Cambadélis, et on va surveiller alors vraiment votre réaction. Regardez, 2 questions ont été posées. D'abord, quelle image avez-vous du Parti Socialiste? Eh bien, au total, 80% de mauvaises opinions, alors assez mauvaises et très mauvaises, 80% de mauvaises opinions. Deuxième question posée par OpinionWay, dans 5 ans, le pouvoir, le Parti Socialiste sera-t-il une force qui compte? Eh bien là, il y a 77% de non, probablement pas, disent 50% des Français, certainement pas pour 27%. Alors d'abord sur... alors allez-y, peut-être poser la question, Stéphanie. Les résultats de ce sondage sont très durs. Est-ce que vous pensez que le Parti Socialiste va pouvoir surmonter D'abord, vous me permettrez d'observer qu'ils sont supérieurs aux 6% que nous avons fait. Donc ça veut dire que déjà, nous sommes en train de remonter. Mais c'est normal, c'est normal. C'est normal parce que le Parti Socialiste est convalescent et qu'il ne peut pas aujourd'hui incarner une alternative. Pourtant, c'est le parti de l'alternative. Et je pense que petit à petit, pas d'un seul coup, ça serait quand même invraisemblable qu'après une situation où on n'a pas vu notre président de la République se présenter, où nous avons perdu les élections présidentielles, les élections législatives, où le Premier ministre a quitté le Parti Socialiste et le candidat à l'élection présidentielle a quitté le Parti Socialiste, d'un seul coup après les sénatoriales, puisque nous sommes à Public Sénat, tout le monde dise « mais au fait, c'est le Parti Socialiste qui va revenir ». Non, mais j'observe que petit à petit, l'idée fait son chemin. Il y a une direction collégiale à 28 qui vous remplace. On aurait tendance à dire que cette direction collégiale n'est pas la meilleure manière d'incarner le PS et que ça ne facilite pas la cohérence. Est-ce que c'est un pis-aller, comme le dit Olivier Faure? Non, je ne dirais pas ça. Je dirais que c'est un passage obligé.
À partir du moment où vous n'avez pas de personnalité qui, à cette étape, peut l'incarner, pourquoi voulez-vous qu'on se jette les uns contre les autres pour savoir qui, à 20% contre les autres, va être le représentant. Non, bah, le Mais parti là aussi, social... vous pouvez vous jeter les uns contre les autres au sein d'une même direction collégiale, puisque toutes les sensibilités sont représentées. Ben, c'est pas le cas. On a fait en sorte que toutes les sensibilités soient représentées, ce qui, croyez-moi, au bout d'un moment, on se jette les uns contre les autres. Un travail considérable. Mais je pense que nous avons été condamnés à ça. À force de s'opposer les uns aux autres, les Français nous ont condamnés à travailler ensemble. Ce qu'on constate, c'est qu'il est très difficile de trouver des lignes communes. Par exemple, Marie-Pierre de la Gontrie, qui est une nouvelle sénatrice, a regretté qu'il n'y ait pas d'accord sur le projet de loi antiterroriste, constatant que le groupe au Sénat et à l'Assemblée n'avait pas la même position. Donc, est-ce que vous n'êtes pas condamné à être constamment dans ces contradictions ? Mais il y a des contradictions parce que la bonne distance entre l'opposition au pouvoir de gauche et réaliste n'est pas facile à faire. Il y a le fait que l'on ne doit pas s'opposer sur tout. Mais on ne doit pas aussi dire amen à tout. Moi, je partageais la position de Marie-Pierre de la Gontrie. Je pense que dire qu'il fallait intégrer les éléments du texte de M. Collomb dans notre droit public, c'était quelque part dire que ce que nous avions fait n'était pas juste. Mais comment est-ce que vous pouvez compter sur des personnalités que vous définissez dans votre livre, alors là, avec des mots extrêmement durs? Je vous les rappelle. Jean-Christophe Cambadis, vous parlez du cynisme, de l'affaissement moral, du culte narcissique, des choix de carrière que font les uns et les autres. Vous parlez de vos camarades. Alors, c'est sur eux que vous comptez aujourd'hui? Mais bien sûr, parce qu'ils se sont rendus compte où cela menait. Et je pense qu'ils vont faire l'effort de surmonter cette situation, cette attitude, cette manière d'être. Est-ce qu'ils ont des mots aussi rudes à votre encontre? Évidemment, vous le savez, vous le dites, mais en off. Ou alors c'est anonyme. Mais moi, je dis publiquement les choses et j'assume. Vous avez, dans votre livre, vous expliquez que vous avez toujours tout fait pour que le PS ne se déchire pas, qu'il n'y ait pas de purge, pour garder tout le monde dans le même bateau. C'était un de vos principaux combats. Là, on voit que la fédération de Seine-Saint-Denis du 93 a demandé à Mathieu Hanotin, donc un proche d'Hamon, de renoncer à la présidence du groupe PS au conseil départemental. Est-ce que ce genre d'attitude, ça vous semble une bonne chose en ce moment? Écoutez, s'ils pensent que Mathieu Hanotin ne peut pas les représenter, c'est un débat démocratique. Moi, je ne vais pas m'interférer là-dedans. Je ne vais pas interférer là-dedans. Il y a des débats de tout temps. À un moment donné, il y a une élection, il y en a un qui est élu, il y en a un autre qui ne l'est pas. Aujourd'hui, Mathieu Hanotin est en minorité. Demain, il sera peut-être majoritaire. Quel est le progressisme que doit aujourd'hui incarner, selon vous, le Parti socialiste face à celui d'Emmanuel Macron? D'abord, il y a d'abord une méthode. Je pense que c'est une erreur, l'hypercentralisation actuelle du pouvoir. Je crois que c'est une fausse analyse du blocage français. Il faut une très grande décentralisation, une très grande déconcentration, une capacité à dialoguer. Pourquoi? Parce que le général de Gaulle disait la Ve République, c'est des institutions pour les Français du moment dans la France du moment. Les Français du moment et la France du moment n'est pas celle de 1947, ça c'est le discours de Bayeux, n'est pas celle de 1962. C'est une France fragmentée, c'est des Français hyper politisés, au courant de tout et qui veulent décider. Et non pas qu'on décide à leur place. C'est ça qu'ils nous ont dit dans les élections. C'est ce qu'ils ont dit à tout le monde. C'est ce qu'ils ont dit à tout le monde. Et il ne faut pas se tromper sur le message des Français. D'accord, mais là, ça ne fait pas un programme. Non, ça, j'ai dit que c'est une différence de méthode. Et puis, après, ce programme, on va l'élaborer pierre par pierre, mais il faut refonder une perspective, pas simplement être dans les mesures techniques. Dans votre livre, vous parlez beaucoup de la question de la mondialisation. Vous dites que ça doit être un peu le cœur de la réflexion et que peut-être le PS a été un peu trop optimiste et n'a pas vu qu'il y avait des perdants de la mondialisation et des gagnants. Voilà, est-ce que vous pouvez... Oui, c'est la fracture sociale qui existe. Et au fond, quelle est la divergence dans la gauche?
pas simplement en France, dans le monde entier. Quelle est la divergence dans le courant progressiste? Il y a ceux qui disent il faut s'adapter à la mondialisation pour espérer la maîtriser. Et il y a ceux qui disent on ne peut pas maîtriser la mondialisation, il faut résister. Mais on n'a pas trouvé le moyen de ne pas être contre la mondialisation, puisque c'est un fait, de la maîtriser par la résistance. Bien, c'est ça sur quoi il faut travailler. Une quête c'est de le synthèse. dessin, il faut le dessin d'une autre société, d'une nouvelle société, d'une nouvelle France. C'est ça qu'il faut mettre en scène aujourd'hui. Une dernière question peut-être, vous étiez le premier secrétaire jusqu'à la semaine dernière, donc actuellement il n'y en a pas, mais on sait qu'il va y avoir un congrès en février. Certains ont commencé à avancer des pions. Par exemple, Stéphane Le Foll dit qu'il n'exclut pas d'être candidat. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose, que ces représentants de la Hollandie, entre guillemets, reprennent le flambeau du Parti socialiste, ou est-ce qu'il faut tourner la page? Moi, je suis, vous savez, vous connaissez ça mieux que tout le monde, pour une direction collégiale restreinte. Parce que je pense que dans le moment présent, personne ne peut incarner à lui seul, j'en sais quelque chose, le Parti socialiste. Mais les socialistes décideront, ils trouveront peut-être une personnalité. Je suis pour une direction... Vous seriez pour une direction collégiale, y compris après le congrès? Oui. Mais beaucoup plus resserré, 3, 4, pas plus. Et je pense que ce qui nous distinguerait d'ailleurs, et ce qui distinguerait le Parti socialiste de ces partis hommes ou femmes, Marine Le Pen, Wauquiez, Macron, Mélenchon, là, les socialistes qu'on disait divisés travailleraient ensemble. Et puis à un moment donné, peut-être après les municipales, trouver la personnalité qui peut rassembler tout le monde et peut-être aller jusqu'à la présidentielle. En tant que responsable ou ex-responsable socialiste, est-ce que vous avez vécu un moment exaltant mardi soir pour l'hommage rendu à Nicole Bricq, puisqu'il y a eu une réunion de 200 personnes. C'est l'opinion qui révèle ce matin cette soirée au cours de laquelle, nous dit-on, DSK a prononcé son premier discours politique depuis l'affaire du Sofitel à New York. Alors, vous y étiez? Oui, c'était pas tout à fait exaltant, puisqu'il s'agissait de la mort de Nicole Bricq. Oui, mais le discours porté par DSK, paraît-il, a enflammé l'assistance. Nous n'exagérons rien. Il a fait un très beau discours, d'abord très amical vis-à-vis de Nicole Bricq, qu'il connaissait bien, même s'ils avaient des divergences. Il a essayé d'indiquer le point commun entre commencer sa vie politique avec Jean-Pierre Chevènement pour la terminer avec malheureusement avec Emmanuel Macron, cette envie de faire bouger les lignes et de bousculer hier la SFIO et aujourd'hui le Parti socialiste. Il a indiqué qu'on pouvait travailler la gauche et la droite ensemble, mais qu'il ne fallait pas les confondre, qu'il y avait des valeurs de droite et des valeurs de gauche. Ça, c'était un avertissement au président de la République? Je pense pas. Vous n'avez pas reçu comme ça, vous? Pas reçu comme ça. Voilà, mais le président de la République a fait aussi un beau discours, François Hollande aussi, Pierre Moscovici aussi. Enfin, c'était une soirée de recueillement. D'accord. Mais certains ont estimé que dans sa posture, Dominique Strauss-Kahn, en s'adressant à Monsieur le Président de la République, Monsieur le Président, semblait leur dire « J'aurais à votre place mieux fait que vous » ou « Je ferais mieux que vous ». Est-ce que c'est une chose que vous avez, vous, perçue? Vous le connaissez bien? Je le connais bien. Et alors, dans ces cas-là, il dit les choses. Oui. Et il n'est pas dans l'explicite, il n'est pas dans l'implicite. Non, je crois qu'il avait envie d'indiquer ce qui était un parcours qu'il a respecté, et il l'a fait. Il s'est adressé, bien sûr, à l'assistance, mais au président de la République en poste aujourd'hui et à l'ancien président. Et il a fait naître des regrets? Oui, tout le monde a trouvé qu'il était brillantissime. Enfin, moi, ça m'a pas étonné qu'il était brillantissime, que c'était, voilà, il y avait 4 citations assez longues de mémoire, voilà. Donc, c'est le personnage, il est comme ça. Stéphanie? François Hollande était présent, vous l'avez dit. On a l'impression qu'il n'a pas dit son dernier mot et qu'il veut toujours être un acteur engagé dans la vie politique. Est-ce que vous pensez que son retour en 2022 est possible? En tous les cas, il laisse tout ouvert, comme toujours. On ne sait jamais. On ne sait jamais, voilà. Écoutez, est-ce qu'on pensait que le secrétaire général adjoint de l'Élysée allait devenir, 3 ans plus tard,
président de la République. Personne. Non. Bon, Donc alors, tout est ouvert. Voilà. ils sont tout ouverts. De François Hollande, il va encore être question dans la troisième partie de l'épreuve de vérité. Merci Stéphanie. C'est Mickaël Zamès que nous accueillons maintenant. Bonsoir Mickaël. Bonsoir Michel, bonsoir Monsieur Cambadélis. Bonsoir. Je reprends le titre de votre livre, Chronique d'une débâcle 2012-2017. Pourquoi François Hollande a-t-il échoué? Pour des raisons objectives et des raisons subjectives, comme on disait dans l'ancien monde. Votre monde Le bien, bien sûr. Des raisons objectives qui sont à la fois la crise du courant progressiste dans le monde entier. Regardez ce qui s'est passé aux États-Unis, ce qui se passait en Italie, ce qui se passe en Espagne, ce qui s'est passé en Allemagne, et ce qui s'est bien sûr passé en France, mais dans d'autres pays, c'est exactement la même chose. J'en ai parlé tout à l'heure. Raison objective, parce qu'il a pris le gant au moment où Dominique Strauss-Kahn n'a pas pu se présenter. Raison objective parce qu'il y avait des déficits importants laissés par la droite, et des raisons subjectives qui ont été à la fois une manière de faire, en laissant toujours tout ouvert jusqu'au dernier moment, en abordant les problèmes les uns après les autres et en ne donnant pas le sens de ce qu'il voulait faire. Pas de sens. Vous avez résumé un peu votre propos en disant « refus d'agir, paresse de penser ». Non, je parlais des socialistes. Ouais. Je ne parlais pas de François Hollande dans ce passage. Non, parce que les socialistes se sont installés, je ne parle pas du président là, mais de manière globale, dans un confort. D'ailleurs, ce confort a conduit nombre d'entre eux à suivre Emmanuel Macron pour pouvoir être à nouveau dans le confort. Dans un confort qui fait que hier, dans le bipartisme, vous pouviez à un moment donné perdre, mais vous étiez sûr le coup d'après de l'emporter. Aujourd'hui, c'est le multipartisme. Et vous n'êtes plus dans ce bipartisme. Confort parce que certains, pendant 5 ans, sont passés d'un ministère à l'autre tranquillement. Confort parce que... Pensez à qui, hein? Je pense à personne. Je donne des indications. J'en donne assez dans le livre pour voir. Il n'y a pas eu 200 ministres non plus, donc... Il y en a eu beaucoup. Ah, beaucoup Il y en a eu trop. beaucoup. Non, je ne dis pas ça. Mais bon, confort, parce que certains sont passés de l'Assemblée nationale au Sénat, du Sénat à l'Assemblée nationale. Bref, voilà. Et chacun avait son rond de serviette dans les médias. C'était tellement simple, tellement facile. Il y avait ceux qui défendaient le gouvernement et ceux qui le critiquaient. Ça faisait le bonheur de vos chroniques. Vos amis frondeurs. Les amis frondeurs. Il suffisait de venir sur un plateau et dire une bonne méchanceté, bien vacharde. On était sûr d'être repris. C'était rigolo. Bon ben voilà, les socialistes ont vécu dans ce moment-là. Et à partir de là, ils n'ont pas pensé aux Français. On va continuer sur François Hollande. Oui, en revivant peut-être l'annonce du 1er décembre, parce que là, elle vous a placé dans une situation étonnante. Vous allez pouvoir dire à qui vous avez pensé à ce moment-là en écoutant François Hollande et son fameux renoncement. L'exercice du pouvoir, les lieux du pouvoir et les rites du pouvoir ne m'ont jamais fait perdre ma lucidité, ni sur moi-même, ni sur la situation, car je dois agir. Et aujourd'hui, je suis conscient des risques que ferait courir une démarche, la mienne, qui ne rassemblerait pas largement autour d'elle. Aussi, j'ai décidé de ne pas être candidat à l'élection présidentielle. Alors, là, vous pensez à... Et je ne pensais rien parce que je ne l'ai pas vu. Ah, J'étais dans l'avion pendant ce temps-là. oui. J'étais dans l'avion, j'allais à Prague. D'accord. Bon, enfin, quand vous l'avez vu, Et depuis Prague, vous avez quand pensé vous l'avez à- vu, vous avez pensé à... J'ai pensé que c'était foutu. Et vous avez pensé surtout à Benoît XVI. Oui, j'ai pensé à Benoît XVI parce qu'il renonce. Et Peut-être le ton aussi, je ne sais pas. Parce que comme je venais de lire Lina Gambel sur Benoît XVI, ça m'a fait penser au renoncement, avec tout ce que cela voulait dire. Parce que aujourd'hui, on se gausse, mais c'est assez courageux quand même, d'affronter les Français, de parler, de dire je renonce parce que les conditions ne sont pas réunies. C'est quand même vous infliger à vous-même, c'est un certain point de vue, une défaite. Mais ce qui est important de dire aussi, c'est que là, vous sentez que c'est terminé, c'est foutu. C'est là que je commence le livre. Parce que tant que François Hollande était candidat, il y en avait beaucoup de désaccords entre nous. Beaucoup de mes amis et très proches ne pensaient pas ce que je vais vous dire. La primaire avait comme but de désigner le candidat qui peut gagner la présidentielle, surtout qui pouvait battre Marine Le Pen. À partir du moment où il n'est plus là, où il renonce, il donne une indication que ce n'est pas gagnable pour les socialistes. Donc ceux qui vont venir derrière doivent se départager sur l'orientation de la gauche et non plus sur Donc si la on présidentielle. entend bien, au moment où il décide de ne
pas se prononcer de candidat à l'élection présidentielle, il enterre le PS. Il n'en a peut-être pas conscience, mais c'est ce qui se passe. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'esprit des Français à ce moment-là? Donc il est un peu le fossoyeur du Parti socialiste. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Les Français se sont dit, les socialistes pensent qu'ils ne vont pas gagner la présidentielle. Donc il y a ceux qui se sont dit, s'ils ne gagnent pas la présidentielle, ils avaient déjà commencé à faire mouvement vers Juppé. Hein. S'ils ne gagnent pas la présidentielle, il faut en trouver un qui puisse battre Marine Le Pen. Comme on n'a pas envie que ce soit Fillon, c'est Macron. Et Macron a commencé à monter. Et ceux qui critiquaient la politique gouvernementale se sont dit, les socialistes ne vont pas être candidats au deuxième tour de la présidentielle, où ils ne seront pas là, donc autant crier avec Jean-Luc Mélenchon. Voilà. Et donc à partir de là, le Parti socialiste a commencé à être mangé des deux bouts. Est-ce qu'on peut dire, vous allez me dire oui ou non, est-ce qu'on peut dire que le Parti socialiste ne se porte pas mieux quand il est dans l'opposition et se régénère quand il est dans l'opposition? Oui, il se porte mieux, il se portait mieux. On va voir, c'est intéressant les 5 ans. Parce qu'il se portait mieux parce qu'on était dans le bipartisme. Et c'était donc facile, on avait la droite, donc les gens allaient vers la gauche. Aujourd'hui, l'offre politique est multiple. Il y a un fractionnement considérable. Donc est-ce que le Parti socialiste, dans cette situation qui est beaucoup plus délicate, va tirer son épingle du jeu et sera à nouveau le parti de l'alternative? Moi, je le pense, mais encore faut-il le réaliser. Dans combien de temps? Je pense que contrairement au sondage, nous serons sur le ring dans 5 ans. Pour la prochaine élection présidentielle? Oui. Et tout dépend parce que vous ne mettez pas la barre à l'élection municipale? Non, la barre, c'est un chemin, donc il faut bien réussir les élections municipales. Si on perd les élections municipales, évidemment, la présidentielle est plus compliquée. Mais vous savez, je termine là-dessus, Macron ne surprendra plus. Il aura gouverné. Donc vous n'aurez pas le même Macron. Et Mélenchon, qui pendant 3 ans ou 4 ans aura divisé, ça ne sera plus le même. Donc vous aurez une situation politique totalement différente. Même si les uns réussissent ici ou là. Tout sera ouvert, c'est ce que vous nous dites. Voilà. Alors moi je continue sur votre livre, si vous permettez, page 49, notamment de votre livre. Vous dites à propos de ce quinquennat, quelque part, que François Hollande n'a pas vu ce ras-le-bol fiscal qui avait été dénoncé par votre ami Pierre Moscovici à l'époque. Vous citez d'ailleurs Pierre Moscovici. Pourquoi est-ce qu'il ne l'a pas vu venir malgré les alertes? Parce qu'il était pleinement et totalement dans la réduction des déficits que nous avait laissé Nicolas Sarkozy. Est-ce que c'est ça qui a choqué les Français? Non, qui a c'est pas marqué simplement l'empreinte du quinquennat? Non, ce que je dis dans le livre, c'est que ça a coagulé la droite. Parce que la droite, elle ne voulait plus de Sarkozy. Et elle a choisi l'anti-sarkozyste le plus praticable. Mais dès le lendemain, elle était contre le projet et la politique de la gauche. Bon. Et quand vous augmentez les impôts et qu'en même temps vous faites le mariage pour tous, vous coagulez sérieusement la droite. Et on n'a jamais vu sous la Ve République un président, François Mitterrand, ou des premiers ministres comme Lionel Jospin, avoir si peu de soutien à droite. Parce que d'emblée, les choses... Mais par ailleurs, il fallait le faire. Il fallait redresser la France sur le plan budgétaire. Et cette très belle loi qui est le mariage pour tous, il fallait l'assumer. Mais constatons ce que ça a produit. Qu'est-ce qui symbolise pour vous le plus le raté de ce quinquennat? Est-ce que c'est, j'ai une question à choix multiple, l'affaire Leonarda, l'épisode de la rue du Cirque, le casque avec le scooter, la déchéance de nationalité, la loi travail? La déchéance de nationalité... Si vous devez faire votre tiercé là-dedans? La déchéance de nationalité et la loi travail. Pourquoi? Parce que nous terminons l'année 2015 avec des élections régionales plutôt réussies pour le Parti socialiste, même si nous avons perdu, nous avons quand même 5 régions. Nous avons la COP21, une situation économique qui, sans être en embellie, commence à produire ses effets, et la droite qui se divise. À tel point que les sondages, décembre-janvier, donneront, et ça sera la dernière fois, François Hollande devant Nicolas Sarkozy, parce que tout le monde pense que Sarkozy... Est-ce que vous n'avez pas l'impression aussi que l'affaire Leonarda, l'affaire du casque, scooter, ça a quand même cassé l'image du président? Ce sont les points clés que vous énumérez. Oui, mais vous me demandez un tiercé, donc je vous dis ce qui a été... Tout ça a été... Auprès des Français. Oui, mais tout ça a été surmonté, puisque nous faisons 24% aux élections départementales et aux élections régionales. Donc cela démontrait que les Français avaient décidé de mettre ça derrière leur épaule. Donc on était dans un nouveau cycle, et on a cassé ce cycle. Alors vous écrivez quand même un point important, c'est que pour vous, l'échec du quinquennat était inscrit dès le départ. Et c'est là qu'il faut peut-être citer le rôle d'Arnaud Montebourg. Oui, parce que
Arnaud Montebourg, qui était avec Dominique Strauss-Kahn, Laurent Fabius et quelques autres, un des rénovateurs du Parti socialiste derrière Martine Aubry, on avait fait un pacte, qui n'est pas le pacte de Marrakech dont on a parlé à l'époque, mais qui était tout simplement... Non, ça s'appelait le pacte de la gare de Lyon, puisque ça s'était fait à la gare de Lyon, voilà encore un scoop, et qui était très simple. On va disjoindre la présidentielle de la refondation du Parti socialiste. Et on se mettra derrière celui qui aura le plus de chances de l'emporter. Or, au deuxième tour de la primaire, Arnaud Montebourg choisit celui qui est le plus éloigné de lui, puisqu'il défendait la démondialisation, et pas Martine Aubry. C'est son choix, on n'a rien à dire là-dessus. Mais là, le germe de la division était là. À partir de là, je crois que tout le monde va le comprendre petit à petit. À partir de là, ce deuxième tour de la primaire a encodé, ou c'est le code génétique du quinquennat, parce que vous aviez d'emblée à la fois l'orientation soutenue, portée par François Hollande, qui était tendanciellement sous les 3%, et son contraire. Ça ne pouvait pas marcher. Qu'est-ce que vous voyez comme avenir pour François Hollande aujourd'hui? Encore une fois, je vous dirais, comme lui, tout est ouvert. En tous les cas, il veut être un acteur. C'est encore possible, selon vous? Mais tout, vous savez, en politique... on a vu cette image, quand même, qui a marqué les gens, de ce renoncement. Une fois qu'on renonce, on peut revenir? Comme ça, dans le moment présent, je vais vous dire non. Ça paraît difficile. Bon, là où il est, dans la situation dans laquelle... Mais on sera dans quelle situation dans 3 ans? Vous ne savez pas. Les Français ont-ils encore une envie de François Hollande? Les Français ont peut-être envie de, je sais pas, de stabilité, etc. Mais il y en aura peut-être un autre, dites donc, chez les socialistes, qui sera imposé d'ici là. Par exemple, donc, c'est vous qui l'espérez peut-être. Nous, on pose des questions. Vous parlez également de Manuel Valls. Vous n'êtes pas tendre avec lui. Et lui, il rêve d'un comeback aussi. J'ajoute aussi. Alors, qu'en pensez-vous? Tellement de gens qui rêvent des comebacks. Oui. Et dans son cas, vous dites du désert. Vous dites la même chose, tout est ouvert en politique? Moi, Manuel Valls, c'est un ami, et j'ai été complètement éberlué que cet homme si droit, si intègre, qui a fait de cela la marque du valsisme, se soit vassalisé. Il s'est perdu? Il est perdu. Mais il est perdu. Et vous avez tout à l'heure répété qu'il y aura un socialiste sur le ring. Dans 5 ans, et vous serez toujours sur le ring? Vous y avez pensé? Non, moi, j'ai dit que je serais un spectateur désengagé, puisque je ne suis plus à la tête du Parti socialiste. Je veux être un apporteur d'idées, je veux être une voix de la gauche. Voilà, je ferai ça pendant 4 ans ou 5 ans. Pareil, les conditions d'un candidat gagnant l'élection présidentielle. C'est vrai ce que vous dites, que vous y avez pensé ne serait-ce que quelques secondes dans votre chambre d'hôtel? Oui, bon, c'était parce que, voilà, il faut donner ses pensées, ses arrière-pensées. J'ai explosé de rire tout de suite, je rassure les téléspectateurs. Très bien. C'est pour quand le deuxième livre, qu'on sache quand même? Il est en préparation, je ne sais pas, l'année prochaine. Et ça sera aussi un livre politique? Ça sera un livre politique, mais là, sur la perspective théorique de ce qu'est la gauche. Bon, ça sera, à mon avis, moins médiatisé. Très bien, on verra. On verra. Ne mésestimez pas notre intérêt pour les problèmes de fond. En tous les cas, celui-ci sort aux éditions de l'Archipel, et la semaine prochaine, c'est Bruno Retailleau, sénateur LR que vous connaissez, qui sera notre invité dans cette émission. Bonsoir, Michael. Bonsoir, Monsieur Cambadélis. Bonsoir.